Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteur Alain Beaulieu. Bonjour, Monsieur Beaulieu, vous allez bien? Bonjour, ça va très bien, très bien. Et j'ai envie de vous présenter à mes auditeurs. Alors, vous êtes professeur au département de littérature de la Faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Oui. Et vous dirigez la revue Le Crachoir de Flaubert, qui est consacrée à la création et à la réflexion sur la création en milieu universitaire. C'est ça. C'est une revue en ligne, en fait, là, qui laisse la place, dans le fond, à la fois aux créateurs, mais aussi à ceux qui ont le goût un peu de réfléchir sur la création, spécialement dans le milieu universitaire, plus particulièrement dans le milieu universitaire. Donc, c'est une revue qui est ouverte aux étudiants de tous les cycles, en fait, le premier cycle, deuxième, troisième, mais particulièrement aux étudiants de deuxième, troisième cycle dans les programmes de création. Et ça fait longtemps que ça existe? La revue a été créée en 2011. Ouais. Donc, ça va faire 5 ans bientôt, là. Ouais. Et c'est ouvert à tout le monde? Tout le monde peut aller lire ça? Tout à fait. Puis tout le monde peut aller lire. Tout le monde peut proposer des textes aussi. À partir du moment où la création vous intéresse, on dit dans le milieu universitaire, là, mais on est tout à fait ouvert à recevoir des propositions là, d'à peu près tout le monde. Oui. Et donc, vous êtes bien entendu auteur de plusieurs ouvrages. 4 romans jeunesse, du théâtre, de la nouvelle, puis également 9 romans pour adultes. Voilà, oui. Voilà, ça trahit mon âge. Ça trahit mon âge. Mais c'est quand même particulier de voir que vous avez écrit des genres totalement différents. Oui, tout à fait. Moi, j'aime ça, là. Je dirais, à chaque projet d'écriture, j'aime ça essayer de me lancer, pas nécessairement un défi là, formel, mais d'essayer de me retrouver pas nécessairement là où les gens peuvent m'attendre, c'est-à-dire que d'être toujours un petit peu à côté de mes bottes, là, c'est-à-dire de pas répéter, dans le fond, ce genre d'écrivain-là qu'on retrouve d'un livre à l'autre, puis on le reconnaît tout de suite, puis on se dit, ah oui, ça c'est, je sais pas, moi... Jacques Poulain, par exemple. Tu sais, on lit un roman de Jacques Poulain, puis on lit un autre roman de Jacques Poulain, puis on retrouve Jacques Poulain tel qu'on le connaît. Puis il y a des gens qui aiment ça, là. Il y a des lecteurs qui adorent ça, retrouver, dans le fond, le même auteur avec le même style, puis dans des histoires à peu près semblables. Moi, j'essaie de me surprendre, dans le fond, pour garder le plaisir d'écrire, là. Donc, j'essaie de me surprendre moi-même, puis en espérant, surprendre aussi le lecteur. Mais aviez-vous autant de plaisir à écrire pour la jeunesse qu'écrire pour les adultes? Ah oui, tout à fait. Pour la jeunesse, mon premier roman jeunesse s'appelle Le Solo d'André. Ça, c'est mon best-seller à vie, là. C'est mon roman qui se vend encore, probablement qui est à l'étude dans des écoles. Ça, ce qui fait qu'il se vend régulièrement. C'est un court roman, 96 pages, écrit assez gros, là. C'est pas un long roman. Mais c'est un roman, je pense, en tout cas, qui fait son chemin auprès des jeunes. Solo d'André. Puis par la suite, j'ai écrit une série qui met en scène des jumeaux, Jade et Jonas. En fait, l'idée, c'était de prendre 2 jeunes Québécois et de les faire se confronter à une culture autre. On a eu dans la littérature jeunesse, dans les années 80-90, des romans de l'immigration, c'est-à-dire des jeunes immigrants qui arrivaient à Montréal, je sais pas moi, la route de Schlieffen ou ce genre de trucs-là. Moi, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire j'ai pris des jeunes Québécois. Bon, le premier, il se retrouvait, ça s'appelle aux portes de l'Orientie, donc il était au Moyen-Orient. Le deuxième, à Port-au-Prince, en Haïti. Et le troisième, j'ai appelé ça la Centralie, là, mais c'est quelque part en Amérique centrale, dans le fond, là, où mes jeunes se retrouvent pris, dans le fond, dans une espèce d'intrigue, mais qui leur permet de découvrir aussi... la culture, voilà. Pourquoi avoir voulu traiter de ça à cette époque-là? Je pense que j'avais le goût de sortir de Québec aussi. Là. J'avais écrit, mes premiers romans se déroulaient non seulement au Québec, mais dans la ville de Québec. La plupart de mes 4 premiers romans se déroulaient dans la ville de Québec. Puis c'est ça, à un moment donné, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs là, si j'y étais. Ce qui fait que par la littérature jeunesse, ça me permettait de faire ça. Puis par la suite, dans mes romans pour adultes aussi, j'ai écrit un roman qui s'appelle Le Postier Passila, qui se déroule en Amérique centrale, quelque part en Amérique centrale. Et dans le fond, j'avais l'impression que c'était ma littérature pour la jeunesse qui m'avait aussi influencé, puis rattrapé, puis qui m'avait permis justement d'aller explorer, voilà, des contrées étrangères. Là. Donc, je suis parti avec Le Postier Passila, je suis allé donc en Amérique centrale. Par la suite, j'ai écrit quelque part en Amérique, où là, c'est mon roman, je dirais, américain, états-unien, où là, on fait, même dans le roman, il y a un mouvement du sud des États-Unis vers le nord. Et puis, je suis revenu à Québec avec Le Festin de Salomé, qui est mon dernier roman avant celui-ci. En 2014, voilà, celui-là? C'est ça. Et là, dans le fond, avec celui-ci, là, je suis traversé de l'autre côté. Là, c'est davantage le lien
France-Québec, Bretagne plus particulièrement. Jacques Cartier, en fait, hein, c'est Saint-Malo, donc Jacques Cartier. Au départ, c'était ça un peu le projet, là, d'essayer de revisiter, si on veut, c'est par le biais d'un personnage qui referait un peu le même chemin que Cartier, mais aujourd'hui. Mais ça s'est vite transformé en autre chose, là. Les personnages ont pris le dessus rapidement, puis Jacques Cartier est disparu un peu du projet, là. Ouais. Mais l'idée de base de l'interrogatoire de Salim Belfakir, est-ce que c'était de faire ça ou... Ben, au départ, c'était... d'abord, j'ai pas d'idée de base. Ah c'est non? quand j'écris, là, maintenant, depuis le postier ou à peu près, là, j'écris sans plan. C'est-à-dire, quand je commence à écrire, j'ai écrit la première phrase, puis la deuxième suit, puis etc. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Puis ça, donc, il m'apparaît une première scène, si on veut, puis la suite vient comme ça, je dirais, par l'écriture. C'est l'écriture. Est-ce que c'est ce que vous suggérez à vos étudiants de pas faire de plan? Oui. Je leur propose de travailler comme ça. Ça convient pas à tous, là. On a chacun notre personnalité d'auteur, là, mais certains se découvrent, en tout cas, je pense que ça permet d'écrire dans l'inconfort, donc dans la surprise aussi de soi-même, là. C'est-à-dire on découvre ce qu'on est en train de créer sans l'avoir prémédité, ce qui fait que ça nous inscrit dans un mouvement qui ressemble à la vie. Tu sais, c'est-à-dire dans la vie, il t'arrive des choses que t'as pas prévues, t'es pas capable de tout prévoir, t'es pas capable de dire « Ah oui, dans 5 ans, je vais être là », puis tu sais, bon, tu peux avoir une idée, tu peux avoir des projets, tu sais, mais la vie va faire en sorte que, ben, au lieu d'être là dans 5 ans, tu vas y être dans 10, ou tu vas y être dans 2, tu sais, des fois, ça va plus vite. Bon. Alors, en écrivant sans plan, j'ai l'impression d'être plus près de la vraie vie, c'est-à-dire je donne souvent cet exemple-là. Dans le postier Passila, à un moment donné, bon, ça raconte l'histoire d'un postier qui demeure à l'étage. Son logement est à l'étage, puis le bureau de poste est au rez-de-chaussée. Puis à un moment donné, dans le milieu du récit, bon, il est là en haut, ça frappe à la porte en bas. Alors il descend. On sait tous qui est en train de frapper à la porte parce que, bon, c'est le policier qui est là, qui s'en vient le voir, tout ça. Fait que lui, il sait que c'est le policier. Moi, je sais que c'est le policier quand je suis en train de l'écrire. Puis à un moment donné, il ouvre la porte, puis c'est pas le policier qui est là, c'est un autre personnage. Puis moi-même, je suis surpris. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, tu sais? Comment c'est que c'est elle plutôt que le policier? Puis lui, le postier est surpris. Donc, la surprise du postier, je la vis, moi, comme auteur. Donc, nécessairement, je le fais réagir avec ma propre surprise. J'ai l'impression d'être dans une démarche de création qui est plus proche de ce que la vie a à nous offrir. Vous êtes un peu comme le lecteur qui vivait l'histoire avec nous. C'est ça. Je suis vraiment mon premier lecteur, c'est-à-dire où je me laisse surprendre par ce que le récit lui-même me propose. Fait qu'en cours d'écriture, vous savez pas comment ça va se terminer? Non. Dans ce cas-ci, je savais que l'interrogatoire, là, je savais que à peu près... Je savais que l'interrogatoire que c'était pas une histoire d'un interrogatoire là où le policier a tabassé quelqu'un puis cette personne-là est décédée. Je savais que c'était pas ça l'histoire. Mais je savais pas ce que c'était que l'histoire. Je l'ai découverte en l'écrivant aussi. Parlons-en de l'histoire de cet ouvrage-là, l'interrogatoire de Salim Belfakir. C'est un roman choral à 3 personnages. Ouais. Avec Julien, qui est le policier. Julien, qui est un policier spécialisé dans les interrogatoires un peu serrés, mais qui se fait une fierté d'agir avec psychologie auprès des gens qui interrogent. Donc, c'est pas un violent, c'est pas quelqu'un qui va tabasser les gens. Et il y a une équipe aussi, il travaille, c'est-à-dire que oui, il va jouer un peu avec celui qui fait peur, celui qui est un petit peu plus sympathique, voilà. Tu sais, il y a comme une stratégie, si on veut, pour faire avouer les gens qui vont interroger, mais ça passe jamais par la violence, c'est davantage, bon. Puis lui, il est fier de ça, sauf que dans ce cas-ci, ça se déroulera pas tout à fait comme il l'avait prévu. Et pour couvrir, dans le fond, cet événement-là qui est un événement de la vie, là, comme il en arrive parfois, c'est des choses auxquelles on s'attend pas. Alors, pour couvrir ça, ces patrons vont décider vont imaginer une espèce de stratagème un peu malhonnête, là, pas mal malhonnête même, pour faire croire que ça... En fait, ils vont se débarrasser de Salim Belfakir qui est décédé dans le poste de police. Ils vont le déplacer ailleurs pour faire croire qu'il est décédé ailleurs. Et lui, il était pas d'accord avec ça, mais là, bon, ça s'est fait comme ça. Ça va le pousser, dans le fond, à prendre sa retraite un peu plus tôt qu'il l'avait imaginé. Et là, il va se retrouver, à 54 ans, il va se retrouver, dans le fond, déboussolé parce qu'il n'y a plus d'emploi.
Il est pas mal pris financièrement, là, mais il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus de famille non plus. Sa femme est décédée il y a quelques années. Sa fille, il est en brouille avec sa fille, en particulier à cause de son emploi aussi. C'est-à-dire qu'il y a des secrets qui sont liés au fait d'être policier, d'être interrogateur de police. Et elle aurait aimé, dans le fond, qu'il soit ouvert avec elle, transparent, qu'il lui raconte, dans le fond, ce qu'il fait de sa vie. Puis lui, il n'était pas capable de lui raconter ça. Donc, ça a créé un froid avec sa fille, il ne se parle plus. Alors, il décide, dans le fond, de partir au Québec. Pourquoi au Québec? Parce que c'était le pays de sa mère. Sa mère était québécoise, même si lui n'a jamais vécu au Québec, sa mère était québécoise. Alors, il décide d'aller revisiter un peu, d'aller visiter, en fait, le Québec. Et il va s'installer à Cap-Santé, qui est un petit village au bord du fleuve, entre Québec et Trois-Rivières. Et il y a une petite maison bleue, là, tout près de la rive, tout près du Saint-Laurent. Il va s'installer là. Et dans le fond, on va rencontrer une panoplie de personnages du village un peu particuliers. Assez coloré. Assez coloré, c'est vrai. Pour s'apercevoir finalement, vers la fin du récit, que c'est peut-être pas sa place. Là, que dans le fond, sa place n'était pas ici. Mais ça lui aura permis, dans le fond, de faire le pont entre ce qui lui est arrivé, sa carrière de policier, puis ce qui pourrait advenir par la suite pour lui. Là. Si vous me permettez, M. Beaulieu, on s'arrête et au retour, on continue de parler des deux autres personnages. C'est bien.